que j'ai été pensionnaire, ben, disons que j'ai commencé à être pensionnaire à l'âge de 15 ans. Comme je suis venu au monde en 1912, donc en 1927, j'avais 15 ans. J'ai été pensionnaire à l'Académie de Québec. Avant, je suis allé la même année, en 1927 également, puis j'ai été 2 mois. C'est bon. Après 2 mois, j'ai eu mal à la gorge un peu, puis on m'a envoyé à l'infirmerie. On m'avait mis de la teinture d'iode sur la gorge. Je suis venu tout galer, cette affaire-là. J'ai demandé ça au supérieur, puis il m'a dit que c'était rien. Moi, j'ai calculé que c'était plus grave que ça. J'ai décidé de prendre le train. Mais je l'ai pris le train sans l'avertir. Donc, il appelait ça un déserteur. À 4 heures d'après-midi. Je suis arrivé chez nous à 9 heures le soir à Saint-Paul. J'étais pas gros, mais je trouvais que la maison était parfaitement grande, parce que ces collèges-là, c'était grand. Mais quand même, ma mère a eu de la peine. J'ai fait beaucoup de peine à ma mère. C'était un collège classique. Elle avait peut-être, elle avait fondé peut-être des petits poils, je ne sais pas. Parce qu'avec la grande famille que nous étions, on ne pouvait pas tous les envoyer. Dans la famille, j'étais le seul, moi. Bien, il y a eu ma sœur Blanche qui était en même temps que moi, pensionnaire. Au Bon Conseil, c'était voisin. C'était l'école voisine. J'étais seul en entreprendre des études classiques. J'ai commencé mes éléments latins. J'ai pas été loin en éléments. C'était toute une affaire avant ça. C'était toute une affaire pour la famille et pas pour moi. Moi, c'était. Non, moi, ça ne me disait rien. J'étais content qu'on me place dans un collège commercial. Je voulais aller dans un collège commercial. Ça s'est fait dans la même année parce que 8 jours plus tard, j'étais déjà rendu à Québec. À l'Académie, puis il n'y avait pas enlevé l'étiquette sur ma valise. Il y avait juste barré ça comme ça. Mon père a dit, vous allez voir, il y a 2 étiquettes sur cette valise-là, il y a des orteils. Puis je ne veux pas que tu sortes avec trop fête. En supposant que j'aurais été 2 mois, il me restait 2 mois à faire avant les fêtes. Donc, je n'ai pas eu de permission pour sortir avant les fêtes. Bien, disons que d'abord, on avait le droit de fumer. Je crois que je ne fumais pas beaucoup à cet âge-là. 15 ans, je ne fumais pas beaucoup. Mais tout de suite, à 16 ans, l'année d'ensuite, j'ai pris le goût au collège. Tout de suite, la première année, j'ai bien aimé ça. Ah oui, j'étais bien à mon aise. C'était combien de temps? J'ai été 4 ans. Pensionnaire. Pensionnaire. On sortait pour le jour de l'an, c'est-à-dire pour quelques jours avant le jour de l'an. On entrait pour les rois. C'est-à-dire après la fête des rois. On avait 15 jours. Pour Noël, on sortait pour le jour de Noël. C'est-à-dire que le 24 décembre, généralement, on était rendu chez nous pour la fête de Noël le 25. Puis on entrait après les rois. La première, les rois était un dimanche, le lendemain, c'était avec les rois. Comment on s'est mis là en train? En train, pas d'autre rien que le train. Ça peut-être de Saint-Prémy. Ça prenait toute la nuit pour s'en aller à Québec. J'ai fini là en 1931, exactement. C'était en 1931, j'étais 4 ans. J'avais d'abord un diplôme général, je n'en ai pas su. Le diplôme général. Parce que, pourquoi? Pour la bonne raison, il m'a manqué quelques notes. C'était le temps de la crise. Il m'a manqué quelques notes dans. C'est pas à cause du temps de la crise, mais disons qu'il était très sévère parce que c'était un collège qui avait comme réputation de placer. C'est-à-dire qu'il donnait un emploi. Il s'occupait de donner un emploi à l'étudiant qui allait là. Il faisait une certaine réclame de ce côté-là. Comme c'était le temps de la crise, ben, il y avait une sorte plus sévère pour voir. Moins de monde à placer. Moi, ce n'est pas un faux jugement que je porte. Je suis convaincu que c'était ça, pour la bonne raison qu'ils étaient excessivement sévères. Moi, bien, si vous voulez, quand tu es rendu à l'âge de 19 ans ou 20 ans, que tu sais qu'il y en a plusieurs en arrière de toi, je savais qu'il y avait après tout en arrière de moi, il y avait Pierre, il y avait ensuite Béatrice, Rita, Gilberte, oui,
Jean-Marie, puis Françoise. Ce qui fait 6 en arrière de moi. Fait que je disais, les autres, ils n'ont pas la même, ils n'auront peut-être pas le même avantage que moi. Donc, mes parents m'ont mis ici, c'est pour que tard, j'ai une certaine instruction, pour aider les autres peut-être. J'ai pris ça au sérieux dès l'âge de 16 ans. Dès la deuxième année. Ouais, la deuxième année tout de suite, là, j'ai dit, je suis ici pour travailler. D'ailleurs, ma mère m'a fait des belles, puis on disait pourquoi j'étais là. Non, j'en ai pas. Je l'ai gardé assez longtemps, mais à un moment donné, j'ai. Oui, j'ai pris ça au sérieux. Assez bien. À l'académie, j'ai assez bien. Je faisais beaucoup de sport. J'ai eu assez de succès aussi dans le sport. J'ai rapporté des prix. Dans les courses en bicycle, par exemple, comme chez nous, je faisais beaucoup de bicycle. À pédale. Puis d'abord, à Québec, on a eu une course organisée. Un an, je pense, avant. Je devais avoir 18 ans. La course, c'était aller-retour au pont de Québec. Dans les années 28 ou 29, disons, c'était assez creux. Quelque chose de boum, si tu veux, un peu, mais en même temps, disons que les moyens de communication n'étaient pas développés à Québec. Il n'y avait pas d'autobus. C'était les chars électriques, les tramways électriques. Puis dans Sainte-Foy, on partait de l'académie en bicycle. Dans la rue Saint-Anne, on partait sur les portes de Saint-Louis. Puis là, on prenait le chemin de Sillery. Puis on a dit Sillery, le tram arrêtait là, le tramway arrêtait là, le char électrique arrêtait là. C'était dangereux parce qu'on a eu de la pluie cette journée-là. Puis ceux qui avaient eu plusieurs accidents, on était au moins 30 cannes, je pense, qui avaient fait la course. Il y avait un monsieur Lavoie, René Lavoie, qui était entré premier. Charles-Émile Laberge était entré deuxième. Comme, je ne me souviens pas exactement, mais il me semble soit une paire de skis que j'ai gagné, avec un rasoir. J'avais eu 2 prix, comme deuxième. Paire de skis qui était offerte par quelqu'un, une compagnie dans la Haute, une compagnie de sport, puis un rasoir. Est-ce que tu as du théâtre, là, dans à l'académie, disons que du théâtre, des pièces de théâtre, j'ai jamais été fort là-dessus, moi. J'ai acté une fois dans une pièce à Saint-Clair. J'ai fait le bègue. Je sais que c'était pas bien approprié pour moi, parce que faire le bègue, moi, j'ai bégayé, étant jeune. Jusqu'à l'âge de... On a retardé, je pense, de m'envoyer à la classe pour ça, parce que je crois d'avoir commencé l'école 1 an plus tard que les autres, parce que je bégayais. Je me souviens très bien que ma mère m'a pris dans ses bras pour me faire dire maman. J'avais de la difficulté à dire maman. Je bégayais tellement que je ne pouvais pas dire maman. C'était d'une nervosité. Ma mère a fait bien des prières, elle a tout fait promesse, je ne sais pas, tout événement, un bon jour, je me suis mis à parler. Et ça a marché, oui, ça a marché. Avez-vous sorti pas mal dans ce temps-là, dans les années d'académie? Dans les années d'académie, bien, je n'ai pas tellement sorti. Disons que c'était un collège très sportif, mais assez sévère. Au point de vue filles académie, on a eu quelques petits. J'ai eu 4 réunions, par exemple. Mais la plus belle des réunions, par exemple, qu'on pouvait avoir, nous autres, c'était, on faisait de la gymnastique. Hein. Puis, disons qu'en même temps que la gymnastique, on avait également les trapèzes, les barres parallèles, le cheval. Puis là-dedans, j'avais une certaine discipline, j'aimais ça. Oui. Donc, on avait à s'exhiber, si tu veux, devant un public. Puis ça, bien... Il y a eu une demoiselle que j'ai connue, mais seulement c'est pas directement là, parce qu'on avait fait un petit cap. Pour également, souvent, fois, nous habituer au public aussi. Savoir se présenter. Donc, j'ai connu une demoiselle Racine, qui était compagne
une sœur d'un de mes compagnons, M. Racine, maison très haut Racine de Québec. C'était des gens assez en moyenne. Puis, on a fait un genre de, pas directement un pèlerinage, nous sommes allés à une messe, parce qu'on notre chapelain, M. Chamberlain avait été nommé curé à Stoneham. Puis un bon dimanche matin, on est allé à la messe du chapelain, l'ancien chapelain de l'Académie. Un groupe d'élèves. Puis le groupe d'élèves était conduit par un autobus, mais par contre, il y avait aussi des élèves externes qui ont pris des élèves pensionnaires. Et parmi les élèves externes, ben, j'ai eu Mademoiselle Racine, qui conduit avec l'automobile du travail. Ça a été tout un honneur d'avoir fait le voyage avec Mademoiselle Racine. Je me souviens qu'elle avait des beaux gants blancs, on était jusqu'au coude. C'était quelque chose comme chauffeur. Ah, c'était 9 passagers, je me souviens bien, c'était dans le temps, oui, c'était la Packard, je crois, la Packard, genre d'automobile qui n'existe plus aujourd'hui. C'était dans les années 29 ans, dans le Packard de 9 passagers, on devait être 10-12 petits gars là-dedans, une dizaine, 18-19 ans. Là, déjà, on avait commencé à faire notre jeunesse. On regarde les filles. Ah oui. Est-ce que quand tu étais en vacances à Saint-Paul, il y avait des filles? Bien, il y en avait certainement. J'ai fait ma jeunesse, disons, un peu pardon. Les jeunes sortaient-tu dans ce temps-là? Bien évidemment qu'on sortait, mais seulement c'était peut-être pas tout à fait comme aujourd'hui. On jouait au hockey, puis après les jeux de hockey, on était invités par les jeunes filles à aller prendre une tasse de thé ou une tasse de café dans les familles des joueurs. Tantôt, c'était dans une famille de tel joueur, puis une autre partie, c'était telle autre famille qui nous recevait. C'est comme ça qu'on rencontrait des filles, puis on nous offrait c'est-à-dire des gâteaux avec des chocolats chauds ou avec du café. Il y avait des danses dans ce temps-là? Puis des danses, non, les danses qu'il y avait, c'était plutôt des danses individuelles comme Charleston. On dansait à Charleston. On s'exhibait, si tu veux, individuellement. Dans les mariages, c'était des sets. Ça a été beaucoup dans des sets carrés. C'était bon de ça, j'ai beaucoup de ça. Parce qu'après que j'ai continué mes études, c'est-à-dire que j'ai fini mon cours, je n'ai pas travaillé comme dans un bureau, par exemple. J'ai été plutôt une couple d'années. J'ai été ouais, ben là, dans mes études, disons, je sortais avec des demoiselles Roy. Eux, il y avait 100 frères. Quand même, à ce temps-là. Puis, comme amusement, on jouait aux cartes. Est-ce que vous avez voyagé? Mais c'était surtout le patin. On faisait surtout le patinoire l'hiver. L'été, bien, c'était le tennis. Pendant vos années d'études, à quel point vous voyagez? Vous allez à Montréal? Je voyageais, oui, à Montréal. Je suis allé très jeune à Montréal, dès l'âge de 15 ans, 14 ans. J'allais avec mon père, ma mère, toute la famille, presque, en automobile. En automobile, c'était tout un voyage, monsieur. Avec une famille, mais je pense qu'on n'était pas toute la famille au complet, parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Et disons que moi, je fais partie du voyage. Mon père, ma mère. Oui, je conduisais l'automobile, mais je ne pouvais pas conduire sur ces routes-là. Parce que je n'avais pas de licence, puis il ne donnait pas de licence avant l'âge de 18 ans. Ça fait que je ne pouvais pas conduire. Mais je me souviens très bien que sur le marchepied, il y avait des valises, là, puisqu'on n'avait pas de coque. Dans ce temps-là, les automobiles n'avaient pas de coque, c'était le Buick qu'on avait. Buick 26 ou 27. Avant ça, on avait même McLaughlin. Mais là encore, il n'y avait pas de porte-valise non plus. Puis avant, McLaughlin, on avait eu des Ford de pédale. Comment ça fait le temps de descendre à Montréal? Descendre à Montréal, ben là, moi, je me souviens qu'avec le Buick, ça devait prendre... ça prenait toute la journée puis une partie de la soirée. Pour se rendre Pour se rendre. Peut-être bonne heure le matin, on arrivait tard le soir. à Montréal. Montréal. Les chemins étant quoi? Tout en gravel, excepté Jusqu'à Montréal. Non, excepté Québec.
Partir de Québec, puis là, on avait de l'asphalte, les chemins étaient très proches. Ce qu'on passait dans toutes les paroisses, tous les villages, l'un après l'autre, c'était très long. Oui, on apportait un lunch, parce que ça coûtait trop cher pour aller manger dans les... Je crois que les restaurants ne devaient pas être bien chers, mais je pense qu'il était encore assez cher. Il n'était pas question d'aller au restaurant. On faisait un pique-nique en montagne. Puis on mangeait l'automobile, mais on arrêtait. Je me souviens que mon père nous faisait manger des sandwichs aussi, faits dans les... On ne pouvait pas emporter assez de lunch pour les 3 repas, parce qu'il y avait 3 repas à prendre. 35 000 à peu près. 35 000. Il y avait des crevaisons, il y avait des salades. Des fois, ça arrivait, mais pas trop souvent. Je me souviens pas qu'on ait crevé, du moins, une seule fois. Ça, je me souviens pas. Mais je me souviens qu'on avait pris de côté, par exemple. Ben, dans le parc national, là, ça avait crié petite fille. Ouais, il y avait eu moyen de faire parce que du côté qu'on a versé, le côté opposé se trouvait justement le fameux accordéon où étaient les valises. Parce que de l'aile d'en arrière à l'aile d'en avant, il y avait une espèce de rack là, qui s'étirait, qu'on prenait après l'aile d'en arrière, puis après l'aile d'en avant. C'était vissé, ça. À la main, ça pouvait se démancher, cette affaire-là. C'était vissé après le marchepied. Ça se trouvait à bord des portes, par exemple. Donc, les portes du côté opposé du chauffage, le volant était à gauche, j'étais comme aujourd'hui, du côté gauche. Donc, les portes du côté droit étaient cancellées. Puis mon père, je ne sais pas, dans une manœuvre, dans un coup, il s'est donné à rencontrer quelqu'un. Puis en rencontrant, il a donné un mauvais coup. Voilà. Puis on a pris le fossé du côté opposé. Au lieu de prendre le fossé du côté droit, on rencontre à droite. On a pris le fossé après d'avoir rencontré du côté gauche. Donc les portes étaient barrées des deux côtés. C'est moi qui ai sorti par une vitre le premier. On a baissé une vitre. Là, j'ai sorti. La machine aurait bien pu prendre un peu aussi. On aurait pu tout brûler là-dedans, monsieur. Ah, c'était... Pour le moment, oui, c'était fermé assez étanche. C'est un peu comme ça que moi, j'ai sorti. Puis après d'avoir été sorti, bien évidemment, les valises, puis on va ouvrir les portes, on va sortir. Ça fait que c'est ce qui est arrivé. J'ai démanché la patente. Là, mon père est sorti. Puis on est allé au secours. Puis on avait du secours pas loin. Parce qu'il y avait une station des tours. Donc, les tours de la compagnie électrique. Eux s'occupaient de ça. C'était je ne peux pas dire le nom que ça portait. Shawinigan, je pense, qui s'occupait de ça. Parce qu'il y a une transmission, les tours de transmission. Les employés à tour de transmission, quand il y avait un fil qui cassait, il fallait qu'ils le remplacent. Mais comme il n'était pas question beaucoup pour eux d'avoir de mécanique, mais ils savaient des câbles, des chevaux, pour justement réinstaller ces fils-là. Ces fils-là s'installaient avec des ballons, des câbles, puis des chevaux. Donc, étant donné qu'il y avait des chevaux là, ben, ils venaient avec un ballon, puis un cheval. Ça n'a pas été très long. En l'espace d'une heure ou plus, on était sur la route, puis on n'avait rien brisé. Sauf, je pense qu'on avait perdu de l'eau, on parlait de diatal, pas de bouchon. Pas de bouchon, on n'avait pas sauté, mais peut-être l'aile était graffiée un peu, je me souviens pas, mais je sais que c'était pas tellement brisé. C'était une Buick. Ouais, là, il portait le nom de Buick. McLaughlin a changé de nom pour Buick. C'était des roues en bois, oui. C'était des roues en bois avec des lignes. Ben, des roues en bois, des tours en paille. Le pneu d'échange était sur un tour en paille. On demanchait cette affaire-là, il y avait des taquettes à demancher. On n'avait pas besoin de réparer le pneu, on avait juste mis à enlever la roue. C'est pas la roue qu'on enlevait, c'était des taquets, on enlevait 4 taquets. Puis ces taquets-là tenaient une roue, un rim, sur lequel était monté le caoutchouc. Le tube. Ça n'a pas été confortable, cette chose-là?
Bien, pour le temps, disons qu'on ne connaissait pas mieux, on était très heureux d'avoir une voiture comme ça. Puis c'était en velours, en dedans, il y avait juste des petites toiles pour le soleil. On n'a pas ça aujourd'hui. On avait ça dans ce temps-là. Hein? Ah, l'hiver, on ne sortait pas ça, l'hiver. Ça servait seulement l'été parce qu'il n'était pas question de chemin, l'hiver. Ça se mettait chez les blocs. Les automobiles, on disait qu'ils mettaient chez les blocs. Ils checkaient, ils mettaient l'automobile, là, puis pour pas que les pneus, puis pas forcer les pneus. Puis ils ressortent, là, ça passait de l'hiver chez les blocs. L'automobile durait plus longtemps aussi. Parce que ça marchait juste l'été. C'était fait bien solide. Oui, j'ai des photos. Je n'ai trouvé une d'un star que mon beau-frère avait. C'était photographié avec pour acheter du poisson. On allait à la pêche, ça c'est souvent des fois de bonne heure le matin. On allait à la chasse au canard. Des fois on pêchait, on allait à la chasse au canard. Ça, le voyage à Montréal, vous allez faire à Montréal de Saint-Louis. La visite de parenté. De parenté venait à nous visiter l'été, bien sûr, on allait le rendre visite aussi. C'était tout un party rendu là-bas. Je me souviens que mon père avait été bien généreux. Il m'avait donné 10 $. On avait imaginé dans ce temps-là 10 $ pour un gars comme moi. C'était beaucoup d'argent. Aviez-vous pas avec Belmont à Montréal? J'étais allé là, justement, faire ça. Je près de la rivière. Je ne sais pas comment c'était appelé, il y avait une rivière là. C'est ça. C'est ça. On avait fait le tour de l'île de Montréal. Je me souviens d'avoir arrêté une place, un hôtel, parce que mon père pendant qu'il à la rivière. Mon oncle aimait ça aussi. Ça fait qu'on suivait, lui, il avait sa famille, mais mon père avait la sienne aussi. Donc, on était deux automobiles qui suivaient, une en arrière de l'autre. Faire le tour de l'île de Montréal, ça donnait presque 100 000. Le frère de votre père. Le frère de ma mère, puis la sœur de ma mère, les deux sœurs de ma mère, trois sœurs de ma mère. Une qui était fille, ma tante Rose, qui était garde malade. Oui, ma tante Rose habitait sur la rue Cherrier. Ma tante Anna, Paul Chérard, habitait la rue Berry, en arrière de l'église Christ-Roi, paroisse Christ-Roi. Les sourds-muets. Il y a rue Saint-Denis, il y a rue Berry. Oui, ils sont tous morts aujourd'hui. Il ne reste qu'un des cousins et cousines. Non, pas les morts, ils étaient jeunes, ils avaient plus de 50 ans. Quel a été votre premier voyage toute seule? C'est pas en famille? Toute seule, c'était, disons là, j'avais 16 ans à ce voyage-là. Je conduisais déjà l'automobile. Parce que j'étais parti le soir, il m'avait laissé partir, je ne sais pas encore l'heure. Pour moi, il devait avoir pris un petit peu les plus âgés, là, puis il était peut-être en air un peu. Je l'ai laissé sortir. Mais je pense que c'est mon cousin qui conduisait. À Montréal. Puis c'était l'auto de mon père. Puis on s'était fait arrêter, on avait passé une lumière rouge. Il nous a emmenés au poste. Puis vu qu'on avait des licences vers Saint-Jean, on a expliqué, on a dit, on est tous des jeunes, on n'est pas chaud. Écoutez, on a notre oncle qui est dans la police. Il avait été longtemps dans la police. Ça fait qu'il a demandé le nom. On a dit, Fred Desjans. Il a passé au moins 30 années dans la police de Montréal. Vous avez dû le connaître. Fait que là, on s'est débattu comme des étudiants. Finalement, il a vu qu'on était... C'était une vraie bad luck qu'on ait passé sur cette camp-là. On était plus bien agents. Il dit, recommencez plus, puis il nous a lâchés. Il nous a laissé aller. On était contents. Quand j'étais à l'académie, ben, j'allais sur les lots à bois de mon père. Si j'allais en forêt. Bien, non. J'ai jamais été en forêt pour ainsi dire, sauf pour mon père. Non, j'ai bûché, oui, j'ai bûché, mais je n'étais pas un gros bûcheur. J'ai bûché comme cultivateur pour mon père, parce qu'on avait des lots à bois pour se faire du bois pour nous autres, puis un peu pour vendre aussi. Pas en grosse quantité. Pour faire du boîtiage, non. Ouais, il n'a fait pour c'est proche, c'est propre usage, mais jamais pour vendre. Parce que mon père, disons que c'était faire du bois, c'était du bois dispendieux, ça prenait, c'était à 5 000,
fallait surveiller ça à 5000 avec des chevaux. Ils descendent ça au main assis au dash. Ça fait que c'était juste un voyage par jour. Hein. 5000, ça faisait 10 000 allers-retours. Des chevaux, c'était Avez-vous d'autres choses à ajouter sur vos années de scolaire, là, pour votre jeunesse, ou si... J'ai bien aimé les années que j'étais à l'académie, tout le temps que j'étais là, franchement, là, j'ai aimé les études. J'aimais parce que c'était un collège qui avait beaucoup d'espace. Après ça, on va tomber dans vos premières années de travail. D'accord. On va arrêter là. Ouais. Juste, alors, nous poursuivons la biographie de M. Charles-Émile Laberge. Cet enregistrement a été fait le samedi 26 juillet 1975. Années de travail, monsieur. D'abord, quand je suis sorti du collège, l'ouvrage était plutôt rare. C'était de la crise en 1931. C'était le début de la crise, moi, c'était pas plus creux. Peut-être le plus creux de la crise aussi. L'événement, c'était difficile de se placer. J'ai quand même réussi, pendant la promesse d'un de mes oncles, de travailler dans un magasin chez J.T. Mercier à Pinguin. Je n'ai pas travaillé tellement longtemps parce que, disons que le travail que je faisais à cet endroit-là, c'était plutôt un genre de contrôle de factures, tout c'était le système mécanique qui appelait dans ce temps-là. Il accumulait toutes les factures une sur l'autre. Donc, il fallait que les additions, c'est des comptes, les gars travaillaient, par exemple, au moulin à papier. Puis, il avançait, il leur faisait du crédit. Ça fait que s'il allait 2 fois dans la même journée chercher soit l'épicerie ou de ferronnerie, c'était une épicerie de ferronnerie. Chaque facture s'additionnait à l'autre. Puis, disons que ça faisait un paquet de factures à checker. Il fallait que les additions, naturellement, produisent les états de compte à la fin de la semaine. Comme c'est les gars qui travaillaient la semaine. Ils leur envoyaient le compte une fois par semaine. Moi, mon travail consistait à checker ces factures-là. C'était un travail plutôt ennuyeux. Vos études de préparation, à ce moment-là? Oui, mes études m'avaient préparé à ça. J'étais capable de faire ça, le contrôle de ces factures-là. Mais disons que pour le monsieur qui était un homme âgé, il a trouvé ça plus ou moins utile. Donc, il trouvait que j'étais un employé supplémentaire qui n'était pas rentable. Vous voyez combien? Je me souviens un peu, c'était à peine si je pouvais payer ma pension, puis si me restait, c'était ridicule. Disons que je devais gagner au plus 35 piastres, je pense, par mois. La première fois que vous laissiez la maison à plus de... Oui, c'était la première fois pour ainsi dire. J'ai retourné chez nous, là. Puis j'ai dit, ça sert à rien, on va... C'était l'automne, j'étais 2 mois, c'était le temps de prendre l'été. Quel âge? Je devais avoir 20 ans, 21 ans, autour de 21 ans. Oui, en 1932, c'est ça. Le jour que j'ai retourné chez nous, l'ouvrage ne manquait pas sur la terre. Je peux toujours travailler avec mon père, puis père, Pierre. Mais je pense que Pierre, déjà, s'il n'était pas marié, ça n'a pas été bien long qu'il s'est marié. Donc, en se mariant, il se trouvait à s'en aller demeurer chez son beau-père, qui il avait marié une fille unique. Donc, il s'est en été demeuré là. Ça en faisait un mois à la maison chez nous. Mais par contre, un mois à nourrir, mais un mois également pour les travaux de ferme. Ça fait que lui, il était bien habitué d'un travaux de ferme. Ça a fait mon père, pour lui, c'était important d'avoir quelqu'un pour lui aider. Je suis resté, chez nous. Un peu, pas toujours, mais je suis resté un peu chez nous dans le temps des points que j'aidais. Mais j'étais surtout, intéressé par les travaux extérieurs. La ferme ne m'intéressait pas. Je n'étais pas resté sur la ferme. Donc, je me suis occupé l'hiver. On a fait encore du bois cet hiver-là. Mais quand on faisait le transport de ce bois-là, disons, on travaillait seulement dans la matin. On partait de bonne heure le matin. On venait vers midi, 1h.
Là, on patinait, puis après patiner, on chaussait nos patins, puis on allait patiner. On patinait dans l'après-midi, puis on patinait le soir après souper. De là, bien, on a également organisé, j'ai organisé, comme la plupart des jeunes comme moi de 20 ans ne travaillaient pas du tout. Il y a plusieurs ne travaillaient pas du tout. Moi, j'avais l'avantage de pouvoir travailler un peu. On s'était organisé un assez bon club de hockey complet. J'étais le gérant de ce club-là. Puis, on avait des réunions, puis, en fin de compte, on s'est formé une équipe complète. On devait être certainement une quinzaine de joueurs, 15 à 18 joueurs. Puis, tous les hivers, on jouait au hockey comme ça. On allait le transport, c'était chaud. L'année 31, 32, 33. Ça a duré comme ça jusqu'en 46, c'était chaud. Donc, l'hiver, c'était plutôt tranquille. Il y avait ça, le hockey. On allait jouer contre des équipes de Saint-Félicien ou encore Robert-Val, qui venait de visiter. Il y avait assez d'activités, le temps passait bien. Puis, à travers ça, de temps en temps, une petite soirée, un mariage. Donc, les hivers étaient plutôt longs, mais le temps passait. Le printemps arrivé, mais là, j'avais un beau-frère qui avait un camion. Et son camion, c'était un bien petit camion. Je faisais quelques voyages avec lui, ça ne payait pas. Il transportait les provisions d'abord côté province. Puis, un bon printemps, moi, j'ai décidé, disons, en 1933 probablement, j'ai décidé d'aller offrir mes services à la compagnie Price. Mon père avait un moteur Johnson 16 forces. Monsieur Smith, je pense, qui était gérant, ou Armit Page, beau-frère de monsieur Antoine Marcotte de Robert. J'avais 21 ans, je pense. Donc, on a décidé de m'offrir une pièce par jour, une pièce 25 le moteur. Puis j'ai dit ça à mon père. Mon père a accepté de me laisser partir. Je suis monté pour faire le flottage du bois. J'ai été 42 jours là-bas. J'étais à 17 000 la terre ferme, comme on peut dire. Parce que je suis parti en camion de... Mon père venait me conduire en Normandin. Le camion partait de Normandin. Puis il m'a monté en automobile. Puis de là, je suis embarqué avec les hommes en arrière du camion. On devait être une centaine d'hommes. Dans ce camion-là, on devait être une 25, je crois. Puis moi, j'avais mon moteur, puis j'avais mon petit coffre d'outils. Je me souviens très bien qu'il y avait un petit peu de neige encore dans le partage. On a monté de la neige, et du neige, et du terre. On faisait 17 000 à pied pour se rendre au lieu du travail. 17 000 à pied? Oui, monsieur, 17 000 à pied. Ça, c'était notre première journée. Puis on était rendu là-bas. Je sais qu'en montant, là, il y avait un type qui avait un chien, il montait je ne sais trop quoi, mais moi, il montait mon moteur, bon, c'est ça. Il avait été engagé pour monter le moteur. J'ai demandé de prendre mon coffre d'outils. Il n'y a pas de question du coffre d'outils dans les conditions, il y a des questions du moteur seulement. Comme mon coffre d'outils pesait une dizaine de livres, puis j'avais une petite poignée, ça me coupait les doigts. J'ai donné une pièce pour aller. J'ai donné une pièce pour lui, c'était beaucoup. C'était une journée de travail, ça représentait. Il a accepté. J'ai une de coffre d'outils en plus, puis lui était obligé d'aider son chien à l'impôt, puis c'était dur, c'est pour lui. À tout événement, je sais que le moteur devait peser à peu près 90 livres, 100 livres. Ben, c'était un moteur de 16 forces. Dans ce temps-là, un moteur de 16 forces, ça représentait peut-être un moteur de 30 forces aujourd'hui. 3 palettes. Un moteur qui tournait tranquillement, mais qui était fort. Oui, oui, exactement, le même modèle, sauf que c'était plus gros que ça, c'était fait plus gros. C'était plus lourd, ça tournait moins vite, c'était plus lourd, mais c'était fort. Pour faire du touage, c'était des bons moteurs. Ouais. Pour faire du touage, ça allait bien. Disons que la compagnie Price s'était à faire une expérience, ces moteurs-là. Il n'y en avait pas eu jamais, du moins à ma connaissance. Il y en avait juste pour les grands patrons quand ils montaient des fois. Mon père en avait un, il avait acheté ça de monsieur de Saint-Félicien, usagé. Je me souviens bien, il avait payé 60 $. Pour moi, à la fin d'avant, quand ils ont décidé de me stacker, j'avais 42 jours d'ouvrage de fête.
Là, ils m'ont dit, ils m'ont pas dit de donner raison, ils ont dit, tu veux vendre ton moteur, on va l'acheter. Ils m'ont offert 80 piastres. Je leur ai fait le prix 80 $. Mon père n'en voudra pas. Je le vends 20 piastres plus cher qu'il l'a payé, donc il pourra s'en acheter un autre. Actuellement, je suis le centre de là. Puis j'avais 80 $ pour le moteur, plus le temps que j'avais fait. Je faisais à peu près une pièce. C'est 25 que le moteur avait gagné. Moi, ben, une pièce par jour, un autre 40. Un autre 50 $, si tu veux. Ça faisait 50 $. Fait que 80 plus 50, ça fait 130. Dans ce temps-là, 130 $, ça équivalait, si vous voulez, à peut-être 900 piastres, 500 ou 600 piastres aujourd'hui. J'ai donné cet argent-là à mon beau-frère. Je me souviens bien, puis j'ai dit, tu vas prendre l'argent, tu vas changer ça. Tu vas aller changer de camion. Je suis allé avec lui, si je me souviens bien. Puis, on a eu un camion. Il a donné son vieux camion pour pouvoir vivre parce qu'il ne vivait pas le camion qu'il avait là. Ben, qu'est-ce que je faisais avec le moteur? Moi, je faisais le transport. D'abord, mon moteur était installé sur un genre de, il appelait ça des boats, un genre de chaloupe en bois. Celle-là avait eu en arrière, c'était coupé carré pour pouvoir installer le moteur. Il n'y avait pas de panier dans ce temps-là sur le moteur. Chaque fois que je pouvais frapper un bio ou quelque chose, j'étais obligé de changer de ce qu'on appelle la pine ou de goupille. Oui, ça cassait ça. Heureusement, il n'y avait que ça qui utilisait. Mais c'est arrivé deux fois que mon moteur a brisé, je n'ai pas été capable de le réparer. J'étais obligé de descendre dans ce temps-là pour faire 17 000 à pied. La première fois qu'il a brisé, j'ai fait 17 000 à pied pour aller prendre le taxi. Téléphoner chez Pierre Doucette, c'est venu un taxi d'Albanel. On me rendre à Normandin pour faire souder une pièce. Du temps que je faisais les 17 000 à pied, j'étais assez inquiet, j'avais mon chapelet sur moi. Parce que j'étais seul en pleine forêt. Toute seule, oui, toute seule dans le portage. Puis autant pour remonter, donc je descendais une journée puis je remontais le lendemain. C'était très bien indiqué, il n'y avait aucun danger pour me perdre. Sinon, c'était quand même dangereux. Pour l'instant, même les jours sont assez affamés. C'est ça surtout que j'avais peur, je ne connaissais pas dans ce temps-là. Je n'avais pas assez d'expérience, j'avais aucune arme sur moi. Non, pas de couteau, rien. J'avais rien de me défendre, pas même de hache. J'avais juste mon morceau là, de ma pièce de moteur qui n'était pas trop pesante en aluminium. Je descendais et je remontais avec ça le lendemain. C'est arrivé deux fois. Une fois, j'ai remonté à pied. Comme j'avais descendu à pied, j'étais remonté à pied. Mais l'autre fois, je suis descendu à pied, c'est-à-dire qu'ils sont venus me reconduire à l'autre bout du lac. Là, on était rendu avec la brave, ce qu'on appelle la pointe à crapaud. Aujourd'hui, il y a une écluse à cet endroit-là, les Murdoch-Braves. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'écluse de rien, mais à cet endroit-là, disons que c'était un endroit stratégique de la rivière d'Agachin, là. La rivière Jim change de nom. Puis, disons que la rivière... Oui, c'était à 17 000 de Saint-Amadidine. Ça se trouvait à 17 000 de Saint-Amadidine. Au lac Adjim même, on était installé là, au lac Adjim, dans le coin de lac Adjim. C'est sûr qu'un bon jour, ils sont venus me reconduire avec mon... je ne sais pas si on n'avait pas... un canot, je pense, un canot. On m'a conduit complètement, là, puis ça donnait 9000. Là, ben, il y avait un petit village, peut-être un petit village d'Indiens, peut-être, quelques Indiens, M. Perron qui était là. Puis on pouvait avoir le téléphone, on pouvait faire venir une automobile, là, ça donnait moins. Pour aller à Normandin, je crois que ça donnait encore une dizaine de mille, 12 000. C'était Saint-Thomas-d'Idyme. Ouais. Fait que Saint-Thomas-d'Idyme, je suis descendu une fois par là, je suis remonté par là. C'était beaucoup moins difficile. C'était beaucoup moins difficile pour la bonne raison qu'ils étaient venus me conduire, ils sont venus me rechercher. Ah, il n'y avait rien, absolument rien. Non, rien. Je n'ai jamais rien eu à ce moment-là. Plus tard, j'ai eu d'aventure, peut-être encore. Je vais rencontrer un autre, mais beaucoup plus tard.
Là, ce moteur-là, il vous charvoyez Ce moteur-là, là, je transportais les hommes d'abord. Je montais les hommes au lieu de travail. Le lieu de travail consistait à faire le roule. Les bio avaient été mis en empilement le long de la rivière, quand la glace part. S'il avait mis les bio sur la glace, les bio seraient partis avec la glace. Il n'aurait pas pu prendre le contrôle, si vous voulez, de ces villes-là. Fait que comme ils connaissaient leur affaire, tout le bois était empilé, en gros empilement, sur les bords de la rivière. C'était du bois de 16 pieds de long, des bio de 16 pieds de long. Fait que ces bio-là étaient roulés à main d'homme, à la rivière. J'étais à l'eau, autrement dit. Quelle quantité qu'il y avait, je ne me souviens pas, mais je sais qu'il y avait des grosses quantités parce que moi, on était une équipe de 100 hommes. Puis on a travaillé pendant 42 jours, là. Disons qu'en fin de compte, après 42 jours, la drave était bien en marche. Puis tout le bois était rendu à l'eau. Mais il fallait le descendre, de ce bois-là, je descendais à Rivière-Mistessini, puis là, il tombait à l'eau ensuite. Le matin, on se levait à 4 heures, c'est-à-dire 3h30, 4h15 pour manger. Le matin, on mangeait dehors des bines, puis on se dépêchait à aller manger avec dehors, parce qu'on était dans des tentes. On était dans des tentes pour dormir, mais pour manger, c'était des tables dehors qu'il y avait là. Puis on se dépêchait à manger ça parce que c'est 4 heures le matin, il fait très froid. Surtout dans le mois de mai, de bonheur dans le mois d'août. On avait monté là vers la fin d'avril. On a fait 3 jours de temps de glace parce que descendait de la glace, qu'on ne pouvait pas aller sur la rivière tant que la glace n'était pas finie de descendre. Oui, ça a fait un changement de vie, mais ça a été un changement de vie pour moi qui a été très salutaire parce que, disons, ça m'a montré que le travail, c'était, voyez-vous, surtout à 4 heures par jour, le premier à 4 heures le matin, le deuxième à 9 heures, le troisième à 2 heures d'après-midi, puis le quatrième repas à 7 heures le soir. J'ai vu au moins, c'est arrivé au moins 2 ou 3 fois que après 7 heures, 8 heures, disons, vers 9 heures, j'étais couché, puis je dormais déjà, parce que quand tu te lèves le matin à 4 heures, 9 heures, tu n'es pas dormi. On me poussait un peu, vous disait, hey, lève-toi, ben bon, on va y donner une petite fouille. Comme on couchait habillé 3 quarts du temps avec les bottes aux pieds. Ça ne prenait pas de temps à se préparer. Ça fait que là, on se levait, puis on partait. En bateau. En pleine nuit. 9 heures, il faisait noir, même le printemps, si vous voulez, 9 heures, il fait noir, si tu veux, déjà. 10 heures, il fait noir. J'ai vu une fois aller travailler jusqu'à minuit ce soir. Pour faire le tour, oui, on travaillait pas beaucoup, mais tu veux le contremaître avec 8-10 hommes. Pour faire le tour, il appelait ça décoller le bois. Quand le vent était bon, il fallait décoller le bois du baume pour que le vent prenne dedans. Pour que ce soit le vent qui vide, il y avait des poches, des baies. On appelle des baies où le bois s'engouffrait dans ces baies-là, surtout à la pointe à crapaud. Une grande partie du bois rentrait dans une baie qui avait peut-être 1 mille de profondeur par 1 mille et demi de large, ou 1 mille et demi de profondeur par 1 mille de large. Là, ben, c'était rempli de bois. Il fallait faire le tour de ça pour que le bois commence à décoller, si vous voulez, du baume, là, qui avait tendu, pour prendre la rivière, prendre le courant de descendre. Parce qu'il y avait déjà un courant qui s'engouffrait dans le lac à Jen. Il faisait monter le lac. Puis le lac montait, mais il déchargeait par le même bout qu'il se rechargeait, ce lac-là. C'est un curieux de lac, c'est un lac qui se recharge, ou à peu près par le même bout. Ben, il se recharge. C'est une curieuse façon de parler, mais c'est un lac qui a 9 à 10 000 de long. Puis il y a une rivière qui tombe, une autre rivière qui tombe dedans. Il y a 2 rivières qui tombent pas loin l'une de l'autre. Ça fait que ça fait pas tellement un gros courant, tu sais, quand le lac est haut, disons, là, il n'y avait pas de courant de bois. Si on n'allait pas la nuit, là, si le vent n'était pas bon, là, ça aurait été très difficile de vider ça. On se servait de la dynamite plus bas. Ouais, pas à cet endroit-là, dans les rapides, il y avait 3 ou 4 gros rapides. Je me souviens nous autres, dans notre groupe, il y a un homme qui s'est noyé, justement, probablement. Je ne sais pas si c'était une fausse manœuvre de la dynamite ou autre chose. Mais je sais que les règlements n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Personne ne portait de flotte, si tu veux, pour travailler. Hein. Quand un homme ne savait pas nager, ça donnait à tomber à l'eau. C'était final, surtout si ça va quand il s'est noyé, je n'étais pas là, parce que c'était, disons que les hommes, moi je faisais pas tout à fait un travail, étant donné que j'étais sur
un moteur, je transportais les hommes. J'allais d'abord conduire les hommes au travail à 4 heures du matin. Ça prenait 7 ans pour du courant, puis 9-10 000. Fait que, disons, je les laissais là, puis eux autres, ils s'occupaient de rouler le bois. Là, je repartais pour aller chercher le lunch de 9 heures puis de 2 heures d'après-midi. Avec des cuisiniers, eux, ça leur donnait le temps de faire cuire les viandes. Alors, les viandes, c'était rudimentaire, c'était du bœuf salé. Du bœuf salé comme dessert de masse. Puis, on ne voyait pas d'autre chose que ça, du bœuf salé. Hein? Bon, oui, du bon pain. Puis, faisait du bon pain. Il n'était pas question de beaucoup de beurre, puis de ces choses-là. Les desserts, c'était de la menace, comme tu disais, du bœuf salé. Ça, c'était 2 fois les 2 repas, le repas de 9 heures, puis le repas de 2 heures d'après-midi. Puis là, après 2 heures, ben là, il fallait que je redescende des petits couples, là, parce qu'ils m'envoyaient des showboys, autrement dit, des gars pour mettre le feu. Pour chauffer, c'est les patates, faire cuire les patates de bœuf étaient peut-être cuites, mais les patates n'étaient pas cuites. Donc, les patates, ou du moins les réchauffer, il fallait qu'ils fassent un feu, il y avait des grosses chaudronnes, ça prenait pour 100 tonnes, là. Ça remplissait quasiment dedans de mon bateau, ça. Ah oui, mon bateau avait à peu près 20 pieds de long, je crois, 25 pieds de long. Puis, faire manger 100 tonnes, ça prend pas mal de manger. Ça fait plusieurs marmites de patates, puis plusieurs marmites de bœuf. De la soupe, il y avait de la soupe, par exemple, de la soupe au pois. Les gens mangeaient bien? Ah, ils mangeaient beaucoup. Ça mangeait beaucoup. Ils semblaient avoir tous une bonne appétit parce que, franchement, ça travaillait tellement dur que ça travaillait fort. C'était dur au lycée bio, là. Puis après 2 heures, là, disons, je retournais descendre les cuisiniers en bas, là. Ça me prenait pas de temps de descendre parce que j'avais le courant dans le dos. Puis là, je remontais. Puis là, quand je revenais, c'était pour aller chercher la gang d'hommes. Les 100 hommes avec les 3 canots attachés en arrière. 2 autres canots, je faisais 3 canots, donc j'embarquais dans le mien. C'est-à-dire 3 boats. 3 boats dans lesquels chacun des boats y embarquait 25-30 hommes. Ça faisait tout un poids à transporter quand je montais. Là, ça montait pas vite, ça prenait quasiment 2 heures à monter. Mais comme chaque jour, si on allait chercher du bois à 10 000, bien, après 2 jours ou 3 jours, on était plus proche parce que le bois se roulait, puis on n'avait pas 10 000 de long, du bois devait en avoir à peu près 3 000 de long. Fait que, il est venu un temps que j'avais plus besoin de faire ça. Donc, qu'est-ce que c'est que je faisais là, quand je revenais? On faisait ce qu'on appelle la sweep en anglais, mais le balayage, autrement dit, les bio qui collaient dans les corps de la rivière. Avec le contremaître, avec des gaffes, on décollait ces bio-là pour les prendre au courant. Pour prendre le courant de la rivière. C'est un travail dur. Deux printemps de suite. Printemps ensuite, je suis allé dans la même compagnie. J'avais un autre moteur. Puis, mon père avait racheté un autre moteur. Celui-là, l'autre moteur, c'était pas la même marque, mais c'était un bon moteur, il était peut-être un peu plus pesant. Je me souviens pas, je pense qu'il était plus fort. Parce qu'il y avait non, gasoline mêlée, même chose qu'aujourd'hui. Le système n'a pas changé au point de vue carburant. Le deuxième, j'ai été à la branche ouest, qu'on appelle la branche du Nord-Est, sur la rivière aux Écorces. Ça, il fallait passer par le bout de Québec aujourd'hui, tout près du radar. Il y a un chemin là, qui part à droite. Non, j'étais monté là encore en camion. Près du Mont-Picard. Il y a un chemin là, qui s'en va vers l'ouest. Eux autres, ils appelaient ça le dépôt du Nord-Est. Fait que là, j'étais parti. Je n'ai pas été tellement longtemps, je pense. Seulement une quinzaine de jours tout de suite. Là, on a monté comme le vendredi, je pense. Ou le samedi. Le dimanche matin, on est parti pour aller travailler à 4 heures dimanche matin. Là, il y avait des hommes qui avaient été transportés en canot de ça. C'était pas le même genre, c'était plus haut sur les lacs, disons. Au lieu d'être sur une rivière, on était sur des lacs, mais il y avait des petites rivières entre chaque lac avec des petits barrages qu'on ne pouvait pas naviguer.
Mais le lac, là, c'était un assez grand lac qui était éclusé. Puis, là encore, comme ailleurs, mais le bois avait été mis sur le lac, là. Ça fait qu'il y avait pas mal de bois sur le lac. À un moment donné, j'ai coupé quelque chose dans mon moteur. J'ai réparé mon moteur. Puis là, j'ai tombé à l'eau. La tête à première à l'eau. En voulant changer de la pine, c'était pas le même moteur. Puis j'ai eu une distraction au lieu de... Je me tenais avec, disons, la main gauche, à l'intérieur du boat. Mon moteur était penché. Puis à un moment donné, je voulais prendre mes pinces pour arracher de la pine. Puis, il y a eu une distraction. Donc, j'ai perdu l'équilibre, j'ai mis la main sur le pied du moteur. On sait bien que le moteur a basculé à l'eau, puis en basculant à l'eau, il m'a accroché. Il m'a donné comme un coup d'infesse à la encore plus raide. La tête la première à l'eau, il devait avoir 15-18 pieds d'eau. Puis c'était à 7 fois, puisque j'avais tourné les oreilles de mon chapeau. Pas les oreilles, mais mon chapeau, là, j'avais un chapeau feutre, là, des chapeaux de feutre avec des cuirs à l'intérieur. Moi, j'avais tourné pour me cacher les oreilles. C'était pas chaud. En tous les cas, je travaillais toujours avec une grande soupe. Je n'ai pas été longtemps dans l'eau, parce que l'instinct m'a dit que devant, parce qu'en arrière, il y avait plus de bois, donc j'ai pensé à nager tout de suite. Dans mon plongeon, j'ai donné 3-4 coups de bras. Je suis arrivé en avant à pince. Là, j'ai pris le bras après le côté du monsieur qui était contremaître, un monsieur Simard, Blanc Simard, Saint-Jérôme, aujourd'hui, il est certainement mort. Il criait un homme à l'eau, un homme à l'eau, un homme à l'eau. Il y a quelques sacs à travers de ça. Ben, chez vous. Il appelait les autres hommes pour venir au secours, à mon secours. J'ai dit, c'est le temps-là. Fait qu'il m'a mis la main sur l'épaule, j'ai rentré assez raide dans le chaloupe. Puis là, il était assez fort. Il m'a dit, tu sais, il a envoyé un petit sac, là. Puis, il était content de pouvoir arriver. C'est au collège, j'ai travaillé pour remettre mon moteur en marche. Je n'ai jamais été capable de faire repartir. J'ai été obligé de... Finalement, il m'a dit, je vais t'envoyer mener par descendre en canot. Fait qu'il m'a envoyé mener avec un canot de toile, là, comme les petits gars ici. Conduire, c'est-à-dire au camp, ça donnait à peu près 3000. Là, j'ai eu pas mal de poids. Parce que d'après tout, j'étais peut-être pas beaucoup mouillé, j'étais mouillé à la ceinture, mais ça a continué à mouiller. Là. Donc, quand je suis arrivé au camp, c'était le dimanche, parce que le marché, j'étais pas mal triste. Cet événement, j'ai accepté ça, cette affaire-là. Je suis encore chanceux, je n'étais pas noyé, j'aurais pu noyer. Puis j'avais écrit ces mémoires-là, j'avais écrit sortir cette journée-là, oui. Ben, pour moi, c'était mémorable d'avoir réussi à m'échapper dans une circonstance assez... Il avait fallu que, pour une raison ou pour une autre, il y ait eu du bois en avant de la chaloupe. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire pour sortir dans les bio. Mais je savais qu'il n'avait pas en avant, donc je me suis envoyé en avant. C'est pour ça que je dis que j'ai eu peur, mais après. Au moment où j'ai tombé, je n'ai pas eu peur du tout. L'instinct m'a dit, va-t'en en avant, c'est là qu'il n'y a pas de bois, c'est là que tu vas sortir. Fait que, sachant nager, je suis arrivé dans 3-4 coups de bras, j'étais vite rentré en avant dans la chaloupe. Puis à peine, c'est là que j'ai sorti. Donc, j'avais écrit ça là, dans mon bel en haut, là, j'avais un petit calepin que j'avais, là, des dates, puis quelle heure, j'étais parti le matin, j'étais parti à 4 heures du matin, puis j'étais arrivé vers 9 heures dans l'avant-midi. C'était était un peu de l'eau. Mais il ne faisait pas chaud. Parce que quand il vente nord, au printemps, pas chaud, il y avait encore de la glace sur le lac. L'eau était assez froide. Mais disons que je ne me suis pas rendu compte de ça du tout. Dans le moment que j'ai tombé, c'était après. Pas une idée si Non, j'ai descendu, puis j'ai réparé mon moteur, puis le lendemain, j'ai descendu à la retour, j'étais à Saint-Laurent. C'était un fil qui avait tiré avec le talon en tombant à l'eau. Je me trouvais avoir tiré un fil juste assez, on appelle ça, ouais, un condensateur. Juste assez pour dire que le contact se faisait pas, il y avait plus de moi. Fait que lui, le monsieur, là, il m'avait repéré ça tout de suite, puis j'ai retourné tout de suite dans la journée. Ça m'avait coûté pas mal cher, disons, pour faire ce voyage-là. Fait que ça n'a pas été une run bien payante, j'étais seulement 2 semaines. Là.
Au bout de 2 semaines, le bois était clair. Disons que le lac était parti, le bois, la drape était faite. Mais ça a fait une belle expérience pour la compagnie parce que tout de suite après, ils ont acheté les moteurs. Il y a eu beaucoup de moteurs chez Drape par après. C'était mes 2 seules années de 2 printemps de Drape. Je ne regrette pas parce que ça m'a montré à travailler. Je me suis dit en moi-même, si je travaille pour moi, à mon compte, comme j'ai travaillé pour ces compagnies-là, ben, donc, j'aurais pas de difficulté dans la vie sortant, j'ai juste à travailler. C'est à partir de ce moment-là que je me suis accolé pas mal à mon beau-frère. Je me suis occupé, il y avait son camion. J'ai dit, on va essayer de se trouver de l'ouvrage. Moi, je faisais les téléphones. Lui, disons que c'était un gars assez débrouillard, mais pas pour dire... ouais, Véro, le père du dentiste. C'était un gars plutôt fermé, il parlait pas beaucoup. Puis, pour prendre des contrats, je sais pas, là, tu fais un gars pour ça, pour dire vraiment, tu sais, aller de l'avant. J'étais plus affronté que lui pour ça. Moi, je savais qu'il y avait du bois à transporter à Port-à-Fête. Donc, je m'étais occupé pour obtenir une place là. Faire ça, le transport de bois de tulle. C'était la compagnie Lévesque et la nommée Lévesque. C'était du bois de colombe, mais qui avait été financé par la nommée Georges-Henri Lavoie et Lévesque. Ce bois-là était acheté des colombes, était revendu à la compagnie Consolidated Paper. Mais moi, nous étions payés par Lavoie et Lévesque. Lévesque et Lavoie, c'était 2 associés, Georges-Henri Lavoie, que j'ai connu plus tard comme marchand de bois. Que j'ai rencontré plus tard comme marchand de bois. J'ai rencontré aussi parce que cet homme-là était assez en vue, disons, était maire de Bagotville. Il s'est toujours occupé du développement régional. Là, j'ai été 2 étés. Je pense qu'on a dû travailler chaque fois un mois et demi à peu près. On était tentés sur le bord d'une baie, là. C'était M. Poulin. Puis la madame, elle nous vendait le lait. Elle nous donnait la permission, ils avaient une pêche, donc elle nous donnait la permission d'aller chercher du poisson. Fait que disons que le matin, on mangeait des œufs dans notre tente. On était tentés. On avait du lait dans le poulet. Puis le soir, on mangeait du poisson parce qu'on allait chercher du poisson dans la pêche. C'était du caplan, printemps, le mois de juin. Ou dans le mois de mai, je crois, mai, juin, c'est le mois-là. Franchement, c'était un travail qui était assez dur, mais d'un autre côté, ayant fait 2 printemps de travail, je trouvais ça beaucoup moins dur de travailler pour nous autres. Après tout, on commençait à 5 heures le matin au lieu de commencer à 4 heures. C'était un camion Chevrolet Maple Leaf 5 tonnes. Ouais. Dans ce temps-là, on devait mettre au point de vue de corde de bois, là. Je pense qu'on transportait à peu près 5 cordes, je suppose, par voyage. 5 cordes, c'était un camion de 5 tonnes, vous avez un livres. 6 cordes, c'était pas mal le maximum qu'on pouvait mettre. Ça fait 4 000 livres, pas de bois. Surtout le bois vert, c'était pesant pas mal. Puis, ben, on embarquait à la main. On avait 3 hommes, oui. On avait pour charger le camion, on avait des crochets. On prenait, des fois, il fallait se mettre 3 après la même pitonne, qu'on appelle. Parce que c'était des affaires qui avaient 26 pouces de diamètre. Ils étaient presque aussi hauts comme ils étaient longs. Il fallait forcer après ça. 3 hommes. Il n'y a pas de winch, Rien. La mitaine, pas d'autre chose. Pas d'autre chose, c'était à la main. La gomme de sapin, on était tout collés, monsieur, des cheveux, partir des cheveux sur l'orteil. Ça fait qu'on montait chez nous seulement tous les 15 jours. Dimanche, on sortait pas. Quand on restait là dimanche, on montait pas chez nous. Ça valait pas la peine de faire 200 000. Ça donnait 200 000 pour aller chez nous aller-retour. Donc, on restait là. Ça payait 1 pièce par jour. Moi, le père.
Celui qui avait le camion, ben, ça donnait, je sais pas juste, ça ne devait pas donner beaucoup plus qu'une trentaine de piastres par jour, 25-30 piastres. Parce qu'on avait une pièce plus 25 d'accord, il fallait chercher ça à 15 000, payer le gaz, puis les pneus, des fois qu'on défonçait, puis tout ça, le gaz, disons que le camion ne m'appartenait pas, c'était à mon beau-père. Et les salaires étaient établis, c'était $1 par jour. Mais moi, j'ai fait ça, ce camionnage-là, disons 2 printemps, mais j'ai vite... c'est-à-dire que j'ai pensé d'aller sur le marché Bon Secours à Montréal chercher des fruits et légumes. Avec le même camion? Avec le même camion, mais là, je payais le camion au voyage. Et la balance me restait à moi. Là, c'était du commerce, que je faisais. Et avec le même camion aussi, j'ai fait le commerce des patates. Il tenait toujours, moi, je n'étais pas intéressé à être propriétaire de camion. Je jamais été intéressé à être propriétaire de camion. Et d'aucun outillage, disons, pour conduire moi-même. Je n'étais pas un chauffeur excessivement droit. C'était pas une chose que j'aimais plus que le besoin de conduire des camions. Je n'aimais pas ça. C'était les grosses machines. Franchement, là, moi, ce que j'aimais, c'était acheter vivant, faire un profit sur ce que j'achetais. Donc, je lui donnais 90 $, puis moi, je comptais ça. S'il me restait 10 piastres, c'était 10 piastres. Non, moi, c'était mieux que ça. Des fois, il me restait 25 piastres, 30 piastres, 40 piastres. Ça dépendait tout dépendait des marchés que je faisais là-bas. Il y avait un prix fixe. Oui, il y avait un prix fixe, c'était 90 piastres pour monter à Montréal. Aller-retour. C'était pas cher. Non, pas par jour, pour le voyage, aller-retour. 90 piastres pour aller à Montréal, oui, monsieur. C'était bon pour lui, s'il faisait 2 voyages dans sa semaine, là, il faisait 180 piastres. Chauffeur, moi je chauffais. On était seulement tous les deux. Ouais, je ne pas vers moi. On était 2 chauffeurs, on a été des semaines qu'on a fait 2 voyages par semaine. Ça, on avait abandonné le transport du bois, Ben oui, c'est-à-dire que le transport du bois, on ne l'abandonnait pas directement, mais on l'abandonnait pour